La parole est à Gaëtan Drapeau, qui est de l'université de Harvard et de l'université de Nagoya, et qui aujourd'hui nous parle. C'est un spécialiste surtout des formes combinées des religions japonaises centrées sur le bouddhisme, mais du Moyen-Âge tardif plutôt, et qui aujourd'hui nous parle dans ce cadre comme une dernière résilience, si l'on veut, de ce Moyen-Âge, des Rongi du Tendai au début de l'époque des Tokugawa, le moine Tenkai et les shoguns Tokugawa. Merci beaucoup pour cette présentation. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir fait l'honneur de pouvoir participer à cette conférence. Alors, il est toujours assez difficile de parler après le professeur Abe. Et beaucoup des choses que je vais dire lui ont déjà été plus ou moins évoquées dans son exposé, qui ferait d'ailleurs une excellente introduction pour le début du mien. Alors, je vais effectivement évoquer la question des rapports entre les Rongi et l'État à travers un événement très particulier qui survient au début du XVIIe siècle. Donc, entre 1608 et 1622, plus de 150 disputations bouddhiques sont organisées en présence de Tokugawa Ieyasu, qui gouvernait en tant que shogun retiré, donc Ōgosho, depuis son abdication de 1605, et parfois en présence de son successeur Hidetada. Alors, elles sont désignées par le terme de Gozen Rongi. Ces cérémonies ont vu des représentants de la plupart des écoles bouddhiques réaliser de joutes rhétoriques devant le souverain du shogunat, essentiellement au château de Sunpu. Alors, comme vous pouvez le voir, cet événement, qui est d'ailleurs pas vraiment de véritable précédent dans l'histoire japonaise, a impliqué l'ensemble des écoles bouddhiques, et il eut un impact certain non seulement sur les disputations monastiques en elles-mêmes, mais aussi sur les rapports de force des divers courants du bouddhisme japonais auprès du nouveau régime. Alors, bien que des disputations de tous les courants versaient ces disciplines, et on constate d'ailleurs que le Shingon est particulièrement bien représenté, aient été organisées, comme vous pouvez le constater, ce sont celles du Tendai qui sont de loin les plus nombreuses. Cette tendance s'accentue d'ailleurs dans la période qui précède et celle qui fait suite au siège d'Osaka, donc vers 1614-1616, et qui coïncide avec le pic de fréquence de ces cérémonies. Cette prépondérance du Tendai s'explique essentiellement par la présence régulière de l'un des moines les plus influents de son époque à ces occasions. Il s'agit donc de Nankobo Tenkai. En effet, celui-ci intervient dans 24 des 44 Gozen Rongi du Tendai, organisés entre 1613 et 1616, officiant dans le rôle central, je traduirai par inquisiteur, Seigi. Pour Tenkai, ces disputations, un art dans lequel il excellait, ont été l'occasion d'asseoir son influence auprès du souverain des guerriers, et elles ont aussi constitué une étape importante dans ses divers projets, notamment celui de la restauration de l'école Tendai à sa gloire passée. Alors, un bref retour sur la biographie de Tenkai permettra de mieux comprendre le contexte dans lequel ces cérémonies ont été organisées. Figure majeure de l'histoire du bouddhisme japonais du début de l'époque d'Edo, Tenkai fut en effet un proche conseiller de Ieyasu, mais aussi de ses successeurs Hidetada et Iemitsu. Malgré ce rôle éminent, ce moine n'a pourtant pas laissé une image très positive dans la postérité. En effet, il est encore aujourd'hui considéré comme le modèle du religieux qui aurait délaissé sa vocation spirituelle au profit de la sphère politique. Cette accusation semble exagérée, mais il est vrai que Tenkai a fait amplement usage de son pouvoir, parfois avec une certaine brutalité, pour non seulement étendre l'influence de l'école Tendai, mais aussi pour se saisir des documents et textes de nombreux temples, afin de constituer sa bibliothèque privée, sur laquelle je reviendrai plus tard. La tradition prête à Tenkai une très longue vie. Il serait ainsi né en 1536, dans la province de Mutsu, et mort plus d'un siècle plus tard, en 1643. Si ces dates ont pu être consistées, elles font désormais plus ou moins autorité. Entré au Heizan dans le temps du Jinzōji, à l'âge de 18 ans, Tenkai y suit les études classiques de l'école de Saicho, qui comprenait également une formation à la gnoséologie du Hosso et au Sandon dans le temple du Kofukuji de Nara. De retour au pays à l'âge de 23 ans, suite à la mort de sa mère, il fréquente ensuite la célèbre Ashikaga Gakko, où il reçoit un enseignement relatif aux textes confucéens et aux livres d'imitation dans les années 1560. Revenu par la suite au Heizan, Tenkai est présent au moment de sa destruction par Oda Nobunaga en 1571, un événement qui le marquera pour le reste de sa vie. Forcé de quitter la montagne, il se réfugie alors auprès de Takeda Shingen, avant de retourner en 1573 dans sa région d'origine, auprès des Ashita Daizu. Il prend ensuite le nom de Tenkai en 1590, après son arrivée au Kitain, un important centre d'études du Tendai situé dans l'actuel Kawagoe, dont il devient le supérieur en 1599. Sa rencontre avec le shogun retiré survient aux alentours de 1608.
Tenkai jouissait alors d'une bonne réputation parmi ses pairs, et c'est sur recommandation de moine Tendai que Ieyasu, qui cherchait quelqu'un capable de restaurer le Heizan, décide de faire appel à lui et de l'envoyer sur la montagne. Tenkai fréquente dès lors régulièrement le château de Sumpu et se rapproche du pouvoir, pour lequel il sert notamment d'intermédiaire avec la communauté bouddhique. Dans les années suivantes, il retire de nombreux avantages concrets de cette relation privilégiée. Nommé recteur monacal en 1611, puis grand recteur monacal en 1616, il devient progressivement le véritable dirigeant de l'école Tendai à l'est du pays. Ce fait est consacré quand Ieyasu place le Kitain au sommet de la hiérarchie de cette école dans la région en 1612. Ainsi, Tenkai affichait déjà une certaine proximité avec Ieyasu avant même le début des Gozen Longi. En outre, comme je l'ai déjà dit, ce moine était unanimement reconnu comme un grand maître de l'art oratoire. Certaines sources rapportent qu'il aurait pratiqué une disputation devant Takeda Shingen en 1572 et qu'il aurait particulièrement impressionné ce dernier. C'est ainsi assez naturellement que ce religieux en vint à occuper une place centrale dans les Gozen Longi, qui représentait pour lui non seulement une occasion idéale de se mettre en valeur, mais aussi d'accroître son influence. C'est de fait à cette occasion que Tenkai parvint à acquérir définitivement la confiance de Ieyasu, un fait qui eut un impact non négligeable sur l'histoire du bouddhisme de l'époque d'Edo. Avant de décrire plus précisément le contenu des Gozen Longi, je vais revenir un instant sur les disputations bouddhiques de l'école Tendai, mais qui ont déjà été évoquées dans l'exposé précédent, donc je vais faire très bref. Alors, comme vous avez pu l'entendre, les disputations, donc en japonais longi, et je ne parlerai pas ici de shuron, mais bien simplement des disputations à l'intérieur d'une même école, sont des dialogues doctrinaux ritualisés qui se déclinent sous la forme d'une série de questions et de réponses. Dans le Tendai, la tradition de cette discipline se réclame souvent de Ryogen au Xe siècle. Dès cette période, les disputations avaient, dans l'école de Saicho, un rôle fondamental non seulement dans les carrières monastiques, mais aussi dans l'établissement de la position de plus en plus centrale de cette école au sein du paysage religieux. À partir du Moyen Âge, la tradition des études scolastiques du Tendai était le fait de deux lignées principales qu'on appelle Eshin et Danna. Ces dernières ont notamment classifié et enrichi le contenu des disputations, produisant de nombreux manuels. Parmi ces textes, l'on peut citer le Tendai Monyo Hyakudai Jizaibo, qui est attribué à Seimyo, un moine du XIIIe siècle, et bien sûr le Taishu Nihyakudai, une synthèse compilée en 1717. Comme nous allons le voir, si l'existence de tels manuels a engendré une certaine tendance à la standardisation des débats, ce n'était pas le cas des disputations du château de Sumpu. À cette période, dans leur forme comme leur déroulement, ces pratiques étaient toutefois extrêmement ritualisées, et ce depuis fort longtemps. Alors j'en viens aux Gozen Longi. Les Gozen Longi nous sont connus à partir d'une source majeure qui s'appelle le Sumpuki. Il s'agit d'un recueil de notes journalières qui relate les événements survenus après l'arrivée de Tokugawa Ieyasu au château de Sumpu dans les années 1610. Ils sont également mentionnés dans les biographies monastiques et les notes de certains moines qui ont participé, donc Tenkai et surtout le moine du Daigoji Gien. Le Sumpuki fournit non seulement le sujet de la disputation et une description, souvent très succincte des débats, mais il donne aussi la liste des participants, ainsi que l'identité du candidat et de l'inquisiteur, ou plutôt du questionneur que le candidat, celui qui est chargé de déterminer si les réponses ont été satisfaisantes. Les moines sont désignés par le nom de leur temple ou de leur résidence. C'est ainsi que Tenkai, qu'on ne voit malheureusement pas ici, mais qu'on verra sur le prochain slide, est appelé Nankorbo, du nom de sa résidence au Heizan. Ici, vous voyez le terme de Shokakuin en tant qu'inquisiteur. Il s'agit du moine Gokai, le supérieur du temple du même nom, situé lui aussi sur le mont Hiei. C'était le plus haut passé des dirigeants du Tendai venus de l'ouest du pays. Il se partageait d'ailleurs la charge d'inquisiteur avec Tenkai dans la grande majorité des disputations du Tendai organisées lors des Gozen Longi. Et certaines notes, comme celles que je vous ai mises à l'écran, représentent même l'agencement des sièges, ou plutôt l'endroit où les moines étaient assis les uns par rapport aux autres, qui est d'ailleurs assez proche de ce que l'on peut voir sur les illustrations des Longi précédents. Alors, un mot sur les participants des Longi. On constate en observant les Longi du Tendai de cette période qu'il s'agit souvent des mêmes personnes, ce qui laisse penser que l'aspect d'examen n'était pas vraiment au centre des préoccupations et qu'il s'agissait davantage d'impressionner le souverain par des joutes rhétoriques à l'intérieur des mêmes écoles. Il n'y a d'ailleurs pas de Longi organisés entre des écoles différentes à cette période. Et donc, au niveau des sujets abordés, alors là, j'en viens. Les Gozen Longi, en tout cas pour ce qui concerne le Tendai, frappent par leur variété. Les plus nombreux sont bien évidemment les questions doctrinales traditionnelles. C'est le cas de la disputation du 11e jour du 7e mois de 1614. Celle-ci portait sur le chapitre de la vision du stupa de matières précieuses contenu dans le Sutra du Lotus. Alors je vais lire la traduction. 11e jour, disputation du Tendai. Sujet, les trois corps dans le stupa.
L'objection a dit cela. Dans le stupa de matière précieuse se trouvent 2 Bouddhas, Shakyamuni et Prabhutaratna, donc Taru Nyorai. Et tous les Bouddhas du corps fractionné sont sur la terre ferme. Alors vous avez dans le texte le terme de Chige, mais lorsqu'on connaît la scène du lotus, ce n'est probablement plus sur la terre ferme que sous terre. C'est là l'essence du chapitre du stupa de matière précieuse. La réponse a été la suivante. Le stupa de matière précieuse est les 5 éléments, donc les 5 éléments constitutifs de l'univers dans la cosmologie de l'ésotérisme. Les 3 corps sont le corps de la loi, de correspondance et de réponse, qui est la conception classique des 3 corps du Bouddha. Shakyamuni et Prabhutaratma sont respectivement le corps de la loi et le corps de correspondance. Ils représentent la non-dualité de la matière et de la pensée. Le corps de réponse est les traces manifestées de l'origine. Il est comme la lune dans le ciel dont l'image se reflète dans l'eau de l'étang. On peut donc dire que les 3 corps siègent ensemble dans le stupa. Le récit est ici manifestement abrégé, car nous n'avons que le thème de départ suivi de l'objection et de sa réponse. Donc, l'objection dans ce type de disputation est la deuxième question plus complexe qui est posée par le questionneur pour relancer le débat. Ici, la question initiale doit se comprendre ainsi. Si les 2 Bouddhas sont à l'intérieur du stupa situé dans les airs et les autres Bouddhas sont sur terre, comme le décrit le lotus, comment peut-on dire que les 3 corps du Bouddha sont dans le stupa ? Cette question présuppose évidemment que les 3 corps soient considérés comme incarnés par les 3 éléments de cette scène, comme l'explique d'ailleurs la réponse à l'objection. Ce thème fondamental de la scolastique Tendai est très courant dans les disputations et on le trouve dans la plupart des manuels de cette école, comme le Tendai Mondyo Shakudai Jizaibo. La conclusion, qui considère les Bouddhas représentant le corps de réponse comme des émanations du Bouddha originel, est en tout cas très similaire à celle que fournissent de tels manuels, et le candidat ne s'éloigne ainsi guère de l'interprétation classique de ce problème. On pourrait penser que toutes les disputations du Tendai devant Ieyasu ont tiré leur sujet des manuels, ne les modifiant que légèrement. Or, celui que vous voyez à l'écran tente à prouver le contraire. Il s'agit d'une référence au disciple de Shakyamuni Moggallana, ou Mokuren en japonais, qui aurait sauvé sa mère des enfers, comme le raconte l'Ulambana Sutta, donc le Lavankyo. Si ce sujet portant sur un thème canonique paraît à première vue avoir toute sa place dans la tradition des disputations du Tendai, il est au fait absent des manuels et semble avoir été assez peu débattu en dehors de cette occasion. De tels écarts à la tradition ne se limitaient pas au seul choix des sujets. En effet, il semble que la structure même des disputations avait été modifiée. Les manuels tels que le Jizaibo décrivent des processus très longs, comprenant question, réponse, première objection, réponse à la première objection, seconde objection et réponse à la seconde objection. Or, le Sumpuki est bien plus bref et n'évoque, dans l'ensemble des cas que j'ai pu consulter, qu'une seule réponse, éventuellement une objection, une seule question, éventuellement une objection et une seule réponse. S'il est évidemment possible que le Sumpuki n'ait rapporté qu'une petite partie des débats, d'autres sources confirment que le format avait bien été adapté, qui plus est, suite à une requête de Ieyasu lui-même. D'après la note de 1615 de la bibliographie de Tenkai, appelée Toei Kaizan Jigen Daishi Denki, Ieyasu aurait en effet déclaré que quand il assistait aux disputations, il en retirait une telle joie qu'il en venait à oublier son âge. Cependant, il ajouta que le fait de rester assis si longtemps était plus fatigant qu'il ne le pensait. C'est ainsi qu'il aurait demandé aux moines s'il était possible de faire quelque chose. Alors que les moines des autres écoles, dans ce texte qui est évidemment écrit du point de vue de l'école Tendai, peinaient à trouver une réponse satisfaisante, Tenkai, lui, avait parfaitement compris la requête d'Ieyasu, et il décide alors de limiter le nombre de questionnements et de réponses des disputations devant le souverain à un seul. Cette information est confirmée par Guillen, et le récit du Sumpuki de la disputation organisée le 25e jour du 6e mois intercalaire de 1615 ne mentionne effectivement qu'une seule question. Au-delà du format, Ieyasu pouvait aussi intervenir directement sur les sujets eux-mêmes. Donc, au moment de la situation de l'école Shingi Shingon, donc la branche du Shingon basée au Shakuin, qui prend de plus en plus d'importance à cette époque, organisée le 24e jour du 6e mois de 1614, l'on apprend que le sujet avait été décidé suite à une recommandation du shogun retiré, qui voulait que l'on lui prouve la supériorité de la doctrine ésotérique sur l'exotérique. De manière plus générale, de telles accommodations affectaient également le vocabulaire utilisé, où l'on distingue un effort pour rendre les discussions doctrinales intelligibles par de nombreux spécialistes. C'est toutefois dans la dissertation du 6e jour du 6e mois de 1614 que l'on trouve une expression la plus directe de cet ensemble d'accommodations. Celle-ci fut particulièrement marquante par son ampleur, car elle se déroulait en présence des représentants des 3 temples de l'école Tendai liés à la famille impériale, les Sanmonzeki, et surtout des moines zen des 5 montagnes, les Gozanshu, venus spécialement de Kyoto et qui ont assisté au débat. Elle impliquait également 2 inquisiteurs, dont Tenkai, vous les voyez en haut de l'écran, ainsi qu'au moins 3 conférenciers, que je dirais conférenciers plus que candidats, parce qu'il ne s'agit clairement pas d'un examen ici. Et la question que vous avez ici était: la relation de seigneur et vassal est-elle limitée à une même existence ou s'étend-elle à plusieurs? Alors nous n'avons malheureusement pas les détails de cette disputation et il est impossible de savoir exactement ce dont il a été question. En revanche, ce thème trouve un écho très fort dans les préoccupations auxquelles faisait face la classe guerrière
et ce déjà depuis l'époque de Kamakura. Alors pour donner un exemple un peu plus ancien, le 19e article des règlements de justice shogunale, le Goseibai Shikimoku, promulgué au début du XIIIe siècle, constatait déjà que les liens de vassalité n'étaient souvent plus respectés après le passage de plusieurs générations. Il est ainsi possible que le choix de ce thème, de cette disputation, ait été motivé par le souci de Ieyasu de voir son pouvoir transmis à ses descendants, surtout à une époque où il était encore en train de l'établir. Quoi qu'il en soit, plus qu'une problématique de la doctrine du Tendai, ce sujet renvoyait très certainement à des vicissitudes de la classe guerrière. En faisant débattre l'ensemble des moines les plus éminents de l'école de Saicho, celui qui a proposé ce thème, qui ne peut être que Ieyasu ou Tenkai, voulait ainsi donner un caractère plus concret à ces dialogues qui les rapprochaient des préoccupations du shogun retiré. D'ailleurs, la disputation du 4e jour du 9e mois de 1614 s'était aussi terminée sur une considération similaire. En effet, l'on y apprend que certaines actions qui peuvent être considérées comme mauvaises sont dans certains cas en réalité des moyens ou des expédients, des hoben permettant d'apporter le salut en ce monde. Certains chercheurs, c'est le cas de Sonehara Satoshi, y ont vu une référence à la préoccupation de Ieyasu pour son propre salut, qui était d'autant plus compréhensible que son âge était alors fort avancé. Tous ces éléments laissent entendre que Ieyasu était non seulement à l'origine de ces disputations, mais qu'il pouvait aussi influer sur leur déroulement et sur tous les thèmes abordés. Ces derniers allaient de la doctrine bouddhique, pour laquelle le shogun retiré présentait néanmoins un grand intérêt, à des thématiques aux déclinaisons plus pratiques, qu'il s'agisse de la gouvernance ou du salut. Dans ce contexte, Tenkai a fait office d'exécutant et d'intermédiaire dans bien des cas. Je vais à présent revenir à l'interprétation classique de ces Gozen Longi. Pour certains historiens, cette participation active de Ieyasu reflète le caractère éminemment politique de ces cérémonies, caractère qui se trouvait... Oui. Ah oui, non. Ça, j'ai changé trop vite, en fait. Ça, c'est pour le prochain chapitre. Donc, le caractère éminemment politique de ces cérémonies, caractère qui se trouvait accentué par la présence de Tenkai. Pour Sasaki Kunimaro, c'est à travers le choix des moines qui intervenaient dans ces prestigieux débats que Ieyasu pouvait agir directement sur les carrières monastiques et ainsi provoquer une forme de recomposition des écoles bouddhiques à son profit. Dans ce projet, Tenkai aurait, par ses contacts au sein de diverses temples, joué un rôle essentiel. Tsuji Zennosuke va encore plus loin, car il explique que dans bien des cas, ces événements n'avaient pas de véritable portée religieuse et n'étaient, surtout quand ils impliquaient Tenkai, que des prétextes pour discuter d'affaires politiques. Plus récemment, Sonehara Satoshi, rejoint en partie par Udaka Yoshiaki, a opposé plusieurs objections à une telle vision des choses. Il relève d'abord que le phénomène des disputations devant les dirigeants du shogunat était très localisé dans le temps et se concentre essentiellement au milieu des années 1610. Cela précède de plusieurs décennies les tentatives de prise de contrôle des temples du Kanto par Tenkai, qui ne surviennent véritablement que dans les années 1630. En outre, Sonehara ajoute que la présence des descriptions respectées de ces disputations bouddhiques dans un texte tel que le Sumpuki, qui reflète clairement le point de vue du nouveau pouvoir instauré par Ieyasu, suggère leur importance pour le shogun retiré. Il en conclut que si ces cérémonies ne peuvent être interprétées uniquement à l'aune de considérations politiques, elles ne pouvaient non plus pas être réduites à de simples assemblées d'études doctrinales, malgré tout l'intérêt dont Ieyasu faisait preuve pour ces questions. D'ailleurs, le cas de la disputation du 6e jour du 6e mois de 1614 laisse d'ailleurs entendre que l'idée de séparer entièrement religion et politique, comme l'on diviserait la sphère laïque des domaines relevant du religieux, apparaît comme très anachronique ou du moins peu adaptée à l'intelligence de l'ensemble des tenants et aboutissants de tels événements, dans lesquels ces deux aspects sont intrinsèquement liés. Bon, j'en viens au contenu de ce slide, qui est donc le sens de ces longi pour Tenkai lui-même. Donc, je vais donc revenir sur le rôle de l'autre protagoniste majeur de ces disputations du Tendai des années 1610, Tenkai. Ses performances en tant qu'inquisiteur lui ont en effet valu une grande renommée et elles ont aussi attiré les louanges de Ieyasu. D'après le moine du Daigoji Gien, le souverain du Sumpu était très impressionné par Tenkai et le Sumpuki évoque plusieurs récompenses reçues par ce dernier suite à des occasions similaires. On a un exemple le dernier jour du 12e mois de 1615 quand Tenkai reçoit un important don de terre dans la région de Semba, donc proche du Kitaïn, de la part de Ieyasu. L'intérêt de Tenkai pour de tels exercices ne s'expliquait pas uniquement par une question de succès mondain ou d'avantages purement matériels. Ces événements, qu'il en soit à l'origine ou non, s'accordaient de fait parfaitement avec ses propres objectifs. En effet, Tenkai avait pour projet, depuis l'incendie du mont Hiei par Oda Nobunaga en 1571, de voir l'école Tendai retrouver sa gloire passée. Pour ce faire, il procéda de plusieurs manières. La première passait par une restauration des études doctrinales. Son statut de supérieur du Kitaïn de Semba, un des principaux centres doctrinaux, donc d'Angisho, du Tendai dans le Kanto, lui permettait d'agir efficacement en ce sens. C'est également en grande partie dans ce but qu'il avait réuni une imposante bibliothèque de textes bouddhiques, sources canoniques comme commentaires japonais qu'on appelle le Tenkaizo.
Il est aussi connu pour réaliser l'édition imprimée du canon bouddhique dite de Tenkai, le Tenkaiban, dont l'impression commence à partir de 1637. La pratique des disputations doctrinales, dont il était lui-même un grand maître, s'inscrivait pleinement dans ses efforts. Il l'a activement encouragé, et je n'ai pas pu le mentionner clairement ici parce que je manque de sources, mais il est très possible qu'il ait aussi procédé à une forme de classification qui est peut-être à l'origine du Taishu Nihakudai, qui est compilé à peu près un siècle après, 50 ans après sa mort. Quoi qu'il en soit, Tenkai a de fait créé un grand prestige à l'occasion de ces Gozen Longi qui lui ont valu d'obtenir définitivement la confiance de Ieyasu. Cela lui permit pas seulement de devenir une des éminences grises auprès des dirigeants du shogunat, rôle qu'il partagea d'ailleurs longtemps avec le moine Linzai Ishin Suden. En effet, alors que la famille Tokugawa était à l'origine affiliée à un temple de l'école de la Terre pure, les liens privilégiés de Tenkai avec 3 générations de shoguns ont permis au Tendai d'acquérir une influence considérable à Edo même. Le Kan'ei-ji, temple principal de cette école dans la nouvelle capitale, qui avait été fondé par Tenkai en 1625 comme un pendant oriental au Heizan, devint même une institution encore plus importante que le célèbre Zojoji de l'école Jodo. Ces disputations ont ainsi donné à Tenkai une grande légitimité dont il a puisé pour accomplir plusieurs grands projets dans les années qui ont suivi la mort de Ieyasu, au-delà de la restauration du Tendai. Cela comprend sa participation active à la création de la nouvelle capitale, dont il a en partie contribué à dessiner le paysage religieux, ou encore la très célèbre déification de Ieyasu à Nikko. Alors je vais revenir en conclusion. Les Gozen Longi n'ont pas été seulement une étape essentielle de la carrière de Tenkai. Elles ont aussi marqué l'histoire des disputations bouddhiques, et notamment de celle de l'école Tendai. Leur fréquence est, à ma connaissance, probablement sans pareil dans toute l'histoire japonaise. En outre, les Gozen Longi sont un précieux exemple d'un état encore vivant de cette tradition du débat monastique, où de véritables discussions, certes ritualisées, semblent avoir eu lieu. Les modifications des règles, ainsi que les choix de thèmes n'appartenant pas à la scolastique du Tendai en témoignent. Ce fait est d'autant plus intéressant qu'avec la compilation du Taishu Nihakudai en 1717, les disputations de cette école allaient progressivement se standardiser pour finalement se transformer en récitation de textes appris par cœur, puis même en simple lecture de sujets connus à l'avance. L'on notera d'ailleurs que Fujimoto Fujio, dans un article sur l'histoire de la logique dans le Tendai, considère Tenkai comme étant en partie l'un des responsables de cet état de fait. Je pense que c'est une opinion qui est intéressante, mais qu'il convient de nuancer, surtout si l'on prend en compte son activité dans le déroulement des Gozen Longi. Dans le cas du Tendai, les Gozen Longi ont en tout cas dépassé le cadre restreint du débat doctrinal. Elles sont ainsi un des rares exemples où les disputations bouddhiques ont inclus des préoccupations plus contemporaines dans leur sujet. Cela ne signifie cependant pas que Tokugawa Ieyasu voyait dans ces débats une simple source d'inspiration pour ses méthodes de gouvernance. En effet, le shogun retiré a montré à plusieurs reprises qu'il s'intéressait véritablement à la doctrine bouddhique, et tout au long du processus, il a été un observateur engagé, également soucieux de ton propre salut. Il est toutefois fort probable qu'en organisant ces Gozen Longi, Ieyasu, sans doute conseillé en ce point par Tenkai, ait aussi cherché à diffuser une certaine image de sa propre autorité. Son rôle de superviseur dans ces débats confortait ainsi son statut de souverain à la fois temporel et spirituel, s'opposant en incarnation contemporaine du saint roi faisant tourner la roue, le Tenrin-jō, un des modèles du roi idéal dans la tradition bouddhique. Sonehara Satoshi voit même dans ces disputations une étape nécessaire à la déification du premier shogun d'Edo, qui s'est, comme je l'ai brièvement évoqué, essentiellement accompli à travers l'action de Tenkai. Si cette hypothèse souffre du manque de documents liant directement ces deux projets, elle a le mérite de montrer l'indéniable continuité qui a marqué la politique religieuse du début du shogunat d'Edo, au sein de laquelle les Gozen Longi ont été une étape essentielle et dont Tenkai a incarné une des principales forces motrices. Alors, je vous remercie de votre attention et je termine avec ça.